Il était une fois, au milieu de la rivière du pays de la Pentruche, une île. C'était une jolie petite île que l'on appelle l'îlot Parigot, pour la simple et bonne raison que se trouve sur cet îlot la ville de Parigot. Parigot était une grosse ville, très très grosse. D'ailleurs, elle prenait toute la place sur l'île. Il y a des immeubles, des maisons grandes ou petites. Il y a aussi des avenues, des boulevards, des rues, des ruelles, des parcs, des squares, des jardins et des fontaines. Puis aussi, ne l'oublions pas, des boutiques, des théâtres, des bals-musettes et tout un tas de gens qui y vivent et y font leur turbin. Et ces gens-là, figurez-vous qu'on les appelle les parigots et les parigottes. Il y a plusieurs sortes de parigots. Certains sont tantôt riches, tantôt pauvres, d'autres plutôt riches, plutôt pauvres, d'autres ni riches ni pauvres ou ni pauvres ni riches. Certains autres travaillent sans se fatiguer, d'autres au contraire travaillent très dur, très très dur même. D'autres encore, ne travaillant pas du tout, se contentent de faire travailler ceux qui n'ont rien à faire. Eh oui, c'est comme ça. Et dès que le jour se lève, tous s'affairent et vont et viennent à pied, à vélo, en sapin, en tramway, en autobus, en métro serpentrin et même en automobile à goudron. Tout cela fait du monde et Parigot est une ville très animée du coup. C'est là, dans une petite ruelle du quartier Est, que vit une drôle de petite parigotte. Celle-ci, un peu maigrichonne, se distingue par une curieuse petite frime de souris. Elle a aussi deux petits yeux de souris, deux petites oreilles de souris et une grande queue de souris. Eh bien, en fait, oui, il s'agit bien d'une souris. Mais c'est une jolie petite souris, tout comme sa maman d'ailleurs. Cette jeune souricelle répond au gentil nom de Biscotte. Peut-être parce qu'elle aime bien manger des biscottes, ou peut-être parce que quand elle grignote quelque chose, ça craque sous ses petites quenottes de souris, comme si elle mangeait des biscottes. Mais il est probable que c'est tout simplement comme ça que voulaient l'appeler ses parents, ce qui, au fond, est une raison bien suffisante. Ce matin-là, de bonne heure, Biscotte joue déjà dans la rue avec Sidonie et Sophie, ses deux amies du pavé. Alors qu'elle sautille sur ses deux petites gambettes maigrelettes, au-dessus d'un jeune marelle, sa mère l'appelle de sa voix aiguë de maman souris. « Biscotte! Biscotte! Rentre vite à la maison !» Biscotte, qui est une petite souricelle bien élevée, dit au revoir à ses deux amies et rentre bien vite à la maison. « Biscotte !» fait la mère. « Ce soir, c'est le jour où je dois rendre visite à ta vieille grand-mère pour lui apporter ses commissions de la semaine. Mais je dois absolument retourner à l'atelier de la salpêtrière parce qu'on a encore besoin de moi pour travailler cette nuit. Je ne pourrai donc pas rendre visite à ta grand-mère et j'aimerais bien que ce soit toi qui t'y rendes. » Comme Biscotte est une enfant obéissante, celle-ci accepte sans discuter. Donc, Biscotte se prépare. Elle passe sur la jolie robe en tricot de laine que sa maman lui a cousue, un beau tablier de chanvre pour ne pas se salir pendant le voyage. Elle ôte ses sandales pour chausser de solides petits bottillons d'usage bien faits pour la marche. Puis, elle couvre sa petite tête de souris d'une belle coiffe en coutil et jette sur ses épaules un grand châle de velours gris. Gris souris. Il va de soi. Biscotte est prête. La vieille grand-mère de Biscotte habite dans le village de Croulebarbe, tout là-bas dans le Val de Bièvre. Ce n'est pas très très loin, mais il faut tout de même quelques heures à pince, et moins que ça à vélo, pour y aller. Et c'est justement parce qu'il n'y a pas de bicyclette à la maison que Biscotte doit s'y rendre à pince donc. Sur le perron, sa maman lui confie le cabas de commission, et comme Biscotte ne s'est jamais rendue seule chez sa grand-mère, elle lui fait quelques recommandations d'usage et lui indique le chemin à suivre. Il te faut passer par la route pavée de bois de la Contrescarpe. Vois-tu, Biscotte ? Quand tu seras arrivé au petit village de la Mouffe, il te faudra continuer sur le chemin poudreux de la Glacière qui te conduira tout droit à Croulebarbe, chez ta vieille grand-mère. Sa maison
est la dernière au bout de la rue. Biscotte esgourde avec attention les explications de sa daronne. Cette dernière ajoute une recommandation. Bien qu'il soit plus rapide de suivre le Val de Bièvre, je te défends de prendre ce chemin, car il te faudrait traverser l'abominable bidonville des Gobelins. C'est un endroit mal fréquenté et habité rien que par des vauriens et des coquins. Pas un endroit pour une jeune fille comme il faut, ah ça non. Ainsi averti, Biscotte se met en route pour se rendre à Croulebarbe chez sa vieille grand-mère. Il n'y a guère plus d'une moitié d'heure qu'elle chemine quand elle se trouve devant un panneau qui indique 2 routes à suivre. Soit elle suit la direction de Mouffe par la route de la Contrescarpe, comme lui indiquait sa maman, soit elle continue tout droit par le Val de Bièvre en direction des Gobelins. On ne sait ce qui se passe par la tête de la petite Biscotte, pourtant enfant sage et obéissante, mais au lieu de s'en remettre aux recommandations de sa daronne, la gamine se décide de cheminer sur la route des Gobelins. Et cela, allez comprendre, lui met soudain de la joie au cœur. Veut-elle seulement gagner du temps? Pas sûr du tout. Quand, au bout d'un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, elle arrive devant le bidonville des Gobelins, Biscotte a comme un petit frisson, du bout de son nez de souris jusqu'à la pointe de sa queue de souris aussi. Ah! L'endroit est loin de ressembler au décor des quartiers de l'îlot Parigot, même de ces quartiers les moins chics. Ici, tout n'est que crasse et immondice, tas de détritus, immeubles aux murs fissurés, cabanes abandonnées, terrains vagues et jardins en friche. À cette heure, il y a encore peu de gens dans les rues. Mais ce peu de gens inquiète déjà notre pauvre souricelle qui commence sérieusement à avoir le trouillomètre à 0. Biscotte s'avance maintenant dans la rue principale, en serrant son cabas à commission contre sa poitrine, comme pour s'en faire un bouclier. La première personne qu'elle croise est une vieille rate édentée, aux doigts crochus et aux ongles sales, qui fouille dans un tas d'ordures. Biscotte détourne son regard. Quand la vieille la dévisage, de son gros œil jaune, l'autre étant crevé de partout. Elle tourne la tête pour ne plus la voir, mais quel que soit l'endroit où elle pose son regard, le spectacle n'est pas plus reluisant. Elle voit maintenant d'improbables mouflets, au nez morveux, pataugeant dans le caniveau, sous le regard indifférent de maigres femelles aux cheveux gras, qui, devant la porte d'un immeuble décrépit, ricanent à son passage. Elle presse le pas et s'avance davantage dans la rue, où vont et viennent de plus en plus de drôles de gens. Devant elle arrive un gros bonhomme au visage rougeau et vêtu d'un grand tablier maculé de graisse. Ce n'est pas vraiment un bonhomme, puisqu'il a un groin de cochon, des petits yeux porcins de cochon, des oreilles pointues de cochon et une queue en tire-bouchon. Quoi qu'il en soit, le cochon en question pousse un bourricot efflanqué qui ne veut pas avancer et il lui donne des grands coups de bâton sur les os, puisque la bête n'a plus que ça sous la peau. Comme il crie très fort et qu'il a passé dans sa ceinture toute une panoplie de gros couteaux de boucher, Biscotte a très peur. C'est vrai que la rue s'anime et commence à devenir bruyante. Toute cette foule déplaît à Biscotte et elle préfère alors quitter la grande rue pour emprunter une petite ruelle plus calme. Hélas. Je dis hélas parce que cela faillit bien lui apporter grande misère. Laissez que je vous raconte. Cette petite ruelle, au pavé disjoint, se faufile entre de vieux immeubles de plâtre gros et va en se rétrécissant au fur et à mesure que notre souricelle s'avance, ce qui rend l'endroit de plus en plus inquiétant, il faut le reconnaître. Alors qu'elle passe son museau au détour d'un angle de la rue, elle se retrouve face à 5 drôles d'individus qui discutent le bout de mou autour d'un brasero sur lequel grillent des sardines. Aussitôt, les 5 individus se tournent vers Biscotte. « Hé, mordez, les aminches! Biglez la gisquette qui radine par ici !» fait l'un des énergumènes. Biscotte se fiche sur place. Les 5 individus en question sont 3 vilains matous, au museau balafré et au biscotto tout bousillé,
entichée de 2 affreuses minettes d'un drôle de genre tout crasseux. Ni une ni deux, Biscotte fait demi-tour sur elle-même et s'apprête à s'enfuir à toutes jambes quand elle voit 2 autres marlous de la même espèce qui lui barrent la retraite. « Bonjour, beauté » fait l'un d'eux. « Alors, on cherche sa maman » fait l'autre. Biscotte se trouve maintenant en fâcheuse posture, entourée ainsi par tous ces vilains félins coquins. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas beaux. Pas beaux du tout même. D'abord, si on veut s'attarder sur les 2 minettes, il faut dire qu'il n'y a pas grand bien à dire justement. Et pour le coup, on n'a pas envie de s'attarder auprès d'elles non plus. On les devine bien maigres, sous leur vieille nippe toute sale. Leurs bajoues sont creuses, comme la retraite des vieux. Elles ont l'œil peinturluré et la babine enduite d'un vulgaire violet à lèvres. L'une a les crocs de devant tout gâtés et l'autre un gros cocard tout tuméfié. Par-dessus le marché, elles sont toutes 2 coiffées à la chien, ce qui n'est pas banal pour des minettes. Elles portent chacune un vieux chandail plein de trous et une grande jupe de grosse toile à la couleur délavée et incertaine. Pour terminer l'horrible panoplie, elles ont sur leurs endosses, toutes osseuses, un vieux châle tout effiloché et aux pieds de grosses galoches en cuir de brouette. Les gros matous n'ont rien à leur envier côté élégance. Ils portent tous de vieilles grivelles à carreaux fêlés ou des casquettes à pont sur le caisson. Ils sont attifés de vieilles blouses de travail tout rapiécées et des bénards à pattes d'éléphant. L'un d'eux est tout tigré, un autre noiro comme un ramoneur. 2 de la bande sont rayés de gris et de noir avec le poil mité. On aurait dit des frères. Le dernier, qui est le plus balèze, est un grand rouquin aux poils tachetés de sombre et au museau tout balafré. Pour sûr, c'est le chef de la bande. Autour du ventre, il a une large ceinture en tissu qui lui enserre la taille et dans celle-ci, il a passé quelques outils à l'usage douteux et qui font frémir la pauvre petite Biscotte. Il a un couteau à cran d'arrêt, un poinçon, une gouge de menuisier et un petit pistolet à bouchon. Biscotte s'est collé le dos contre un vieux mur d'immeuble délabré et tient son cabas à commission devant elle pour se protéger. Nos 5 coquins font un demi-cercle autour d'elle. Le gros chat roux, qui se fait appeler Nénesse, s'approche d'elle. « Alors, petite souricelle, dit-il, tu n'es pas du coin, toi, on dirait ?»« Non, monsieur, répond-elle tremblante. « Et d'où qu'est-ce qu'elle radine, la quille ?» continue le gros chat roux. « Je viens de l'île aux Parigots et je me rends à Croulebarbe pour porter ce plein cabas de commission à ma vieille et pauvre grand-mère, explique-t-elle en bafouillant. « Une parigote !» s'exclame un des félins gredins. « Parigote tête de linotte !» s'exclament les autres compères. « Qu'on la ligote !» lance l'un d'eux. « La souris saute en gibelotte !» répond un autre. « Non, non, on a une meilleure idée, nous les potes !» crient en chœur les minettes mitées. La pauvre Biscotte tremble de tout son corps tant elle a les chocottes. « Fermez vos margoulettes, vos zigues !» hurle le chef de la bande. « On n'est pas des chats sauvages, fait-il d'un ton mielleux. Chez nous, aux Gobelins, on a de l'éducation. Et on sait causer aux demoiselles. » Le gros chat, tout balafré, pointe son museau de mistigris vers la petite Biscotte, qui est à la limite de l'évanouissement. « Mon blaze, c'est Nénesse, ma mignonne. Esgourde bien, qu'est-ce que je vais te dire, ma loupiote. Si tu veux pas passer la marmite, finir en brochette et qu'on dévalise le dedans du cabas à commission pour ta vieille grand-mère, il va falloir que tu te montres digne des nôtres. Pigé, la souris ? » « Oui !» hurlent de concert compères et commères. « On fouille dans son cabas et on engourdit son morlingue ! Oui ! Et on jaffe toute sa boustifaille ! Et s'il faut, c'est un joli morceau, elle aussi, faisons-la rôtir ! Pas besoin, bouffons-la toute crue !» braille le chat tigré. « Non, non, on a une meilleure idée !» hurlent les minettes. « Allez hop, on la frit, on la rôtit et on la graille !» crie le chat noiro. « Ce sera plus goûtu que des sardines ! Fermez vos boîtes à camembert !» s'énerve Nénesse le rouquin. Pour l'heure, place à la gambille. Sans lui demander son avis, le vilain greffier attrape Biscotte par le bras et lui arrache son cabas des mains. Puis, il crie, en lui postillonnant au visage,
Viens, la belle, je vais t'apprendre à danser la java. Ouais, la java, la java, la java, s'exclame à l'unisson toute la bande de vilains chats de barrière. Le gros matou, qui ne cesse de piétiner à petits pas, tout en tournant comme un moulin à vent, entraîne la sourisette dans une javanée endiablée. Biscotte, la pauvre petite, n'en peut plus. La tête lui tourne et elle a envie de vomir. D'autant que le nénès sent très fort de dessous les bras, faut le dire. Mais notre petite souris a du tempérament et n'est pas du genre à se laisser aller. Rassemblant toutes ses forces, Biscotte se transforme soudain en une petite boule de nerfs et dans un sursaut dont elle s'étonne elle-même, elle s'arrache brutalement des pattes de son affreux cavalier. Tous les félins fétides cessent aussitôt leur chanson. « Ça suffit comme si !» crie Biscotte en bafouillant. « Laissez-moi tranquille, je ne vous ai rien fait !» Mais le gros nénès n'est pas du genre à rengracier, même pour si peu. On peut même dire que la chose le met un peu à ressaut. Le matou regarde la sourisette droit dans les quinquets. « Cette fois, ratinette, c'en est fait de toi. On va te bouffer en gibelotte. »« À la casserole, la souris folle !» crient les méchants chats. « Laissez-moi tranquille, je ne vous ai rien fait !» supplie Biscotte. « Puisqu'elle vous demande de la laisser tranquille !» fait soudain une grosse voix juste derrière la troupe. Tous se retournent, sauf Biscotte, qui n'a pas besoin puisqu'elle fait face à celui qui vient de parler avec sa grosse voix. Un grand gaillard, en culotte de velours, se tient les poings sur les hanches en toisant la vilaine tierce de gredin. Il a une bonne tête rassurante de chien de garde, ce qui forcément n'a rien d'étonnant, puisque c'est précisément un gros chien matin. Le bestiau en est un sacré de bestiau. Il doit bien peser ses 180 livres mi-renton, que du muscle ferme et de l'os dur. Un poitrail qui impose le respect et des pognes comme des battoirs à linge. Il porte sur le dos une grosse blouse de tâteur de bœuf, enfilée dedans son falzar, et une grosse ceinture de flanelle ficelée autour du buffet. Sa grosse bouille débonnaire lui donne un air bonhomme, ce qui est quelque chose pour un chien, vous avouez. Il porte aussi une grosse casquette en toile, à matelas, et arbore fièrement une belle paire de charmeuses retroussées en hameçon. « Dis donc, toi, lance Nénès, de quoi je me mêle ? » ?»« Je me mêle de ce que je veux. Je sens que je vais tanner de la peau de chat si vous ne laissez pas en paix cette petite demoiselle, » rétorque le gros kleps. « Dis donc, gros toutou tout en toque, on dirait que tu sais pas à qui tu causes, » répond le rouquin en faisant son fier à bras. Puis il sort de sa ceinture son grand couteau à cran d'arrêt. « Ça va saigner !» ajoute le chat tigré en faisant crisser ses griffes les unes contre les autres. « Ça va cogner !» ajoute aussitôt le noireau en se saisissant d'un bâton. « Ça va être ta fête !» ajoute en même temps les deux frangibus rayés de gris et de noir. Restant un peu en arrière, ces deux-là ne sont pas très courageux. « Le gros chien à sa mémère va se prendre une avoinée, lance les minettes. De sa peau, je me ferai un tablier, dit l'une. De ses moustaches, je me ferai un beau postiche, dit l'autre. Et toutes deux éclatent d'un rire de folle furieuse. Et leur éclat de rire est comme le son du clairon sonnant la charge. Tous les méchants marcous se ruent sur le gaillard, sauf les deux frangibus rayés de gris et de noir. Ces deux-là ne sont pas très courageux, je vous l'ai déjà dit. Pif, paf, pif et repasse. Le tigré et le noireau sont accueillis par une volée de tartines dans les gencives. Le premier valdingue dans le brasero où grillent les sardines et se brûle tous les poils du dos d'ailleurs. Miaulant de douleur, il s'enfuit, on ne sait où, à la recherche d'une flaque d'eau pour éteindre le feu qui lui brûle les abattis. Le second, qui ne fait pas de vieux os non plus, roule boule et tombe le menton sur un gros pavé. Ses mâchoires s'entrechoquent si fort qu'il en crache toutes ses dents. Autant vous dire qu'il en sera ainsi condamné à laper de la purée pour le restant de ses jours. Réalisant le peu de cas que son adversaire a fait de ses deux compagnons, le gros Nénès n'en mène pas large. Il veut, pour se rassurer, sortir son pistolet à bouchon. Mais trop tard, le clébard providentiel lui est déjà tombé sur le poil. Vlan, paf, ding, patapaf. Voilà Nénès le rouquin tout estourbi, cul par-dessus tête, l'œil poché, la mâchoire fracassée et la peau du dos tannée. Les deux trouillards aux poils rayés de gris et de noir tournent derechef les papates
pour décamper en loose dé. Mais là encore, trop tard, niap! Par la queue, le gros chien matin les agrippe. Au premier, il passe le goût d'ennuyer les sourissettes en l'envoyant d'un grand coup de tatane dans les côtes, valdinguer dans une grosse touffe d'ortie. « Aïe, ouille, ça pique, ça brûle !» braille-t-il en s'enfuyant. Quant à l'autre, il se contente de lui coller une grosse fessée comme un enfant pas sage, ce qui lui met la honte de sa vie. « Ouille, aïe, ça fait mal, pas la fessée !» couine-t-il en gigotant. Il ne reste plus que les 2 minettes à s'occuper. Mais notre gaillard de chien n'est pas bête à battre les dames, aussi mauvaise soit-elle. Il se contente alors simplement de les menacer de sa grosse voix. Il leur dit quand même que son pied le démange de leur botter le rable, si elles ne déguerpissent pas de là vite fait. Par contre, Biscotte, elle ne se gêne pas pour leur coller son petit pied de souris dans les fesses, pour leur donner un peu d'élan, en les traitant simplement de méchantes filles. Biscotte ne connaît aucun gros mot, c'est comme ça, et c'est très bien. Biscotte, penaude de s'être fichée dans une histoire pareille, remercie le gros chien qui l'a tiré de ce mauvais pas. Comme il lui demande ce que fait une sourisette de bonne famille dans un coin pareil, elle lui raconte son aventure et s'excuse de sa conduite audacieuse. Le gros chien rigole un bon coup et lui tend la patte. « Je m'appelle Oscar, Oscar de la Belle Villette. À votre service, petite demoiselle souris. » Biscotte lui tend sa petite menotte et il se serre la paluche. « Si tu veux bien, je vais t'accompagner jusqu'à Croulebarbe, chez ta grand-mère. Je crois que cela sera préférable, » dit Oscar. « Oh, merci, grand merci, monsieur Oscar de la Belle Villette, » répond Biscotte. Biscotte ramasse son cabas et Oscar l'aide à remettre dedans les commissions de la semaine qui s'étaient renversées. Nos amis laissent derrière eux les vilains matous panser leurs plaies et leurs bosses, et tous les deux se mettent en route promptement et en chantant sur un air de Java. Et je vous jure que tout cela est vrai, puisqu'on me l'a raconté.